Je m'appelle Emma Cossé-Cruz, je suis artiste. Je réalise principalement des installations photographiques et vidéo. Et je vis et je travaille à Marseille. Je ne sais pas s'il y aurait un premier acte fondateur, parce que ça a toujours été vraiment présent pour moi, le fait de s'exprimer sans passer par le langage verbal, sans passer par les mots, donc en passant par exemple par l'image. Mais il y a eu un moment qui a été assez important. Ça a été lors de mon diplôme de fin d'études. On doit réaliser une exposition personnelle. Et j'ai choisi de ne pas présenter des œuvres que j'avais moi-même réalisées, mais de présenter des œuvres réalisées par des amis, des œuvres que j'avais vues pendant ces 5 années d'études et qui m'avaient influencée, qui m'avaient marquée. Et c'est assez important pour moi parce que il y a encore quand même l'idée reçue qu'une artiste se construit seule. Or, on est toujours en lien avec d'autres et une œuvre qu'on voit accrochée dans un espace d'exposition, en fait, effectivement, il y a une personne qui la signe, mais ça découle d'interactions et de relations avec d'autres personnes. Pour l'exposition Perspective, j'expose le projet À bout de bras. C'est une série de photographies qui a été initiée par une curiosité. En fait, j'ai eu dans ma vie plusieurs proches qui ont été dans des processus de rééducation physique. Mais je voyais ces proches qui étaient dans ce processus où à la fois le corps, il y a beaucoup de douleur et en même temps il y a une sorte de plasticité des corps, de changement des corps. Et je pense que j'avais une curiosité pour dans quels espaces actuellement la douleur physique est accueillie. Et donc j'ai eu envie d'aller photographier ces espaces et prêter attention aux objets qui sont présents, quelles sont leurs couleurs, quelles sont leurs formes, quelles sont leurs matières, quel rapport au corps ces objets proposent. Et donc il y a une série de photographies. Et ensuite, je suis assez attentive à interroger aussi nos rapports à la photographie dans l'espace d'exposition et à ne pas proposer un rapport frontal, mais à essayer aussi que les personnes dans l'espace d'exposition peut-être se penchent, regardent un petit peu derrière. Et donc là, je présente une installation où les photographies sont incrustées dans des blocs de béton cellulaire. Et il y a des photographies à la fois devant, mais aussi derrière qu'on peut voir parce que les blocs de béton cellulaire vont être suspendus comme ça et un peu flottés à une vingtaine de centimètres du mur. Et donc il faudra aussi un peu se tordre le cou pour regarder les photographies qui seront derrière. Et cette idée aussi de proposer des mouvements dans l'espace d'exposition, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Le béton cellulaire, c'est un matériau qui n'a pas le poids qu'il semble avoir. On a l'impression que ça peut ressembler à de la pierre et en même temps on voit bien que c'est un matériau industriel. Et donc j'aimais bien jouer avec cette question du poids parce que c'est aussi beaucoup utilisé dans les processus de réhabilitation. C'est des poids qui s'exercent sur les corps donc ça me semblait intéressant de venir intégrer aussi ce matériau dans l'espace d'exposition. Eh bien, actuellement, j'ai commencé une résidence avec le Centre Claude Cahun à Nantes et le laboratoire photographique et imprimerie Arlab. Pour moi, j'avais vraiment en tête cette idée d'une photographie qui n'apporterait pas de poids, qui serait sans poids, qui viendrait vraiment s'incruster dans le mur. Et donc, j'ai expérimenté des techniques de transfert photographique. Et c'est ce que je continue à faire dans le cadre de cette résidence, c'est vraiment de travailler avec les savoir-faire des personnes qui travaillent dans le laboratoire photographique pour développer, essayer, expérimenter ensemble de nouvelles techniques. L'idée qui sous-tend un peu mes recherches ces dernières années et qui, je pense, va continuer ces prochains temps, c'est un petit peu une observation de nos modes de vie contemporains et notamment du rapport à la technologie, de comment est-ce que la technologie va influencer nos modes de vie, peut-être nos gestes, nos manières de nous mouvoir, d'être en relation avec les autres et donc influencer aussi nos imaginaires, nos désirs.
Donc je pense que ça va continuer encore ces prochains temps sur d'autres projets. Je m'appelle Angéline Girard, je suis artiste avec une pratique qui s'oriente autour de la photographie et de l'écriture. Je suis née en 1994 à l'orée des forêts solognottes en zone périurbaine de Blois. J'ai grandi dans un jardin qui était tiré au cordeau, je passais beaucoup de temps dehors mais je m'évadais en lisant des livres qui se passaient beaucoup dans les forêts, dans les montagnes, des récits un peu d'aventure. Et ces récits ont beaucoup marqué. Et en 2019, à un moment où je me sens plus forcément à l'aise dans les normes de genre et de sociabilité dans lesquelles j'évolue, je décide de partir dans les forêts canadiennes quelques mois. Ce moment a provoqué beaucoup de choses chez moi qui teintent aujourd'hui différents de mes travaux. Donc dans mon travail, il y a un fort rapport à l'autofiction et à la photographie de paysage. Un des premiers travaux assez marquants dans ma démarche a été un livre qui s'appelle Je tue long, qui est un livre d'artiste qui nous invite en promenade autour d'un hôpital psychiatrique dans lequel ma mère a été hospitalisée pendant plusieurs années. Dans ce livre, donc, on se promène autour de l'hôpital et l'édition est aussi ponctuée de pièces d'archives familiales comme des journaux, des lettres. Et ça devient en fait une histoire. Ce qui m'intéresse avec ce genre de récit, c'est de partir de l'intimité pour ouvrir un discours qui serait plus large autour de thèmes comme la santé mentale, là, dans ce travail, et ce que ça fait en fait au corps et aux individualités. Le travail que je présente ici à la Chambre s'appelle Prendre racine. C'est une investigation autofictive autour du cheminement d'une personne qui a été assignée femme à la naissance et qui décide d'aller à la recherche d'un territoire d'espérance ou explorer en dehors de la binarité des genres. Dans ce travail photographique, donc on croise beaucoup de paysages. Ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de montrer une réalité objective de certains lieux. L'endroit où on se place a peu d'importance finalement pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'explorer des géographies intérieures et intimes, des territoires plus émotionnels. Pour faire ça, je me suis amusée en fait à retravailler les couleurs de mes photographies, à les imprimer, les refotographier, à jouer avec des choses qui vont être plutôt de l'ordre du sensoriel, à mettre en avant des clichés où on voit beaucoup de brume, où on ne se rend pas forcément compte de la spatialité même du lieu. Cette brume qui est beaucoup présente dans mes photographies, elle a une place aussi presque symbolique au-delà de la sensation, parce qu'elle vient aussi nous poser des questions sur qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qui va apparaître une fois qu'elle se sera évaporée. En mars et avril 2024, je serai aussi en résidence à la librairie L'Indépendante à Strasbourg, dans le cadre de Strasbourg Capitale mondiale du livre, où je vais continuer à travailler sur les thèmes qui m'intéressent. Donc là, ce sera vraiment sur les écritures queer dans les récits en pleine nature, donc dans la forêt, dans la montagne. Et c'est des thèmes donc, qui m'intéressent beaucoup dans mon travail et que je vais continuer d'explorer autour de l'inclusivité aussi et des représentations qu'on peut avoir dans ces espaces-là. Je m'appelle Christopher Baraja, j'ai 27 ans et je suis franco-australien. Je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice, mais j'habite à Paris, je suis photographe là-bas. Pendant ma première année d'études aux Arts Déco, j'ai eu un AVC qui a complètement changé la manière dont je voyais le monde. Ça m'a fait me rendre compte que rien ne dure et que la vie c'est fragile et du coup il y a une forme d'urgence de vivre dans mon travail. La photo c'est devenu pour moi un outil important pour pouvoir expliquer comment je vois les choses, comment je vois le monde, à la fois
intriguant et étrange, mais totalement fascinant. Après l'AVC, je me sentais toujours, on va dire, comme sur le qui-vive. J'avais tout le temps l'impression que quelque chose allait arriver, je ne savais pas quoi, mais c'est une forme d'anticipation que j'ai voulu mettre en image. J'ai appelé cette série De chlore et de rosée. C'est une série qui a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Tout le monde est écrasé par le soleil, tout le monde est heureux, mais il y a quand même une forme d'étrangeté dans les images, une forme de lourdeur, un poids qui nous tire vers le fond de la piscine. En fait, c'est comme l'arrière de la carte postale. L'avant est très beau, mais l'arrière présente tous les aspects plus juteux des vacances. Le nouveau projet que je présente à la Chambre est un projet en cours que j'appelle Fever Dream pour l'instant. Fever Dream, ça veut dire un rêve fiévreux. En fait, ce sont les rêves qu'on fait alors qu'on est très malade et qu'on se tourne et on se tourne dans notre lit en transpirant, et tout nous paraît tellement vrai, mais à la fois tellement dépourvu de sens. C'est un rêve sans queue ni tête, une collection d'images, des bouts de corps, des bouts d'éléments, de choses. Comme dans le précédent projet, en fait, je suis constamment sur le qui-vive, je regarde les éléments, je les prends en photo. Ce n'est pas des images que je veux faire, c'est des images que je dois faire. C'est une collection d'images qui me hante, qui m'habite, où je me sens obligé de faire l'image. Et en découle une forme assez sombre en fait, beaucoup plus sombre que mes projets précédents, mais qui est à la fois assez révélateur de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc j'essaie d'expérimenter avec des faces plus obscures de la photo. Fever Dream, c'est vraiment un projet qui questionne la manière d'appréhender les images et la manière d'exister avec, plutôt avec les choses et les repenser en images, voilà, déconstruire l'idée de la chose. Partir loin de Paris, parce que c'est un peu trop oppressant. J'ai envie de voyager, peut-être de faire une résidence quelque part, qui me permettrait d'explorer de nouveaux horizons dans mon travail. Ma manière de fonctionner avec Fever Dream, à prendre des images compulsivement, sans vraiment les préparer en amont, cette manière de faire me plaît assez. Et en fait, je compte obtenir un corpus d'images assez important, dans lequel je vais pouvoir retourner et chercher et essayer d'épuiser cette forme ce mode de création-là. Je m'appelle Loïc Laforge, j'ai 35 ans et je suis photographe entre autres, et j'habite en Haute-Savoie, non loin de Chamonix. Je dirais qu'il y a eu deux éléments qui sont venus marquer un peu ce parcours de photographe. Le premier, c'est au décès de mon grand-père. On m'a offert en cadeau son appareil photo argentique, donc il y a quelques années maintenant. Et en fait, je l'ai embarqué avec moi à Berlin, où quelques mois après mon arrivée, j'ai été accepté dans une école de photographie, à Neue Schule für Photographie. Et voilà, depuis ça ne m'a jamais vraiment quitté. Je photographiais avant, mais vraiment cette pratique à l'argentique a été marquée de ce cadeau, on va dire. Dans le cadre de ces études, je suis amené à monter un projet de fin d'études.
Et pour ça, j'ai pris part en tant que bénévole et documenté en tant que photographe les actions d'un projet associatif qui s'appelle Skatepal. C'est une association qui a pour but d'introduire la pratique du skateboard en Palestine, enfin en Cisjordanie. On n'était pas localisé à Gaza, mais vraiment dans la West Bank. Par la construction de skateparks, le prêt de matériel et du coup des bénévoles qui donnaient des cours de skate. Les objectifs principaux de cette association, Skatepal, c'était donc de permettre le développement personnel de l'enfant et d'amener un peu de légèreté dans un quotidien relativement difficile. Et plus en profondeur, de venir questionner des enjeux territoriaux avec derrière l'idée du skateboard, cette idée de réappropriation d'espaces urbains, de modifier aussi un certain prisme de vue et de voir son environnement vraiment comme une aire de jeu où un bout de béton peut devenir un spot et un lieu d'amusement. Ce projet, je l'ai traité de manière très documentaire, en noir et blanc, avec toute l'influence et ce qui m'a mené à la photographie. Donc c'était un langage très documentaire en fait, avec du noir et blanc, beaucoup de grains, voilà, le noir et blanc très contrasté, etc. Je me suis un peu détourné de cette pratique-là par la suite. Suite à ce projet, l'enfance s'est imposée comme sujet phare de mon projet artistique. Et après quelques années de réflexion, j'ai été jusqu'à en faire mon métier. Et je travaille aujourd'hui en tant qu'éducateur pour la protection de l'enfance. Cette expérience en Palestine, c'était hyper intéressant et hyper constructif, c'est certain. Mais j'ai eu cette envie de me rapprocher aussi de problématiques qui étaient peut-être plus inhérentes à un territoire qui m'était propre et plus proche de moi, entre guillemets. Donc, je ne suis pas devenu éducateur Enfin, si j'ai fait ce métier-là, il y avait des raisons aussi. En 2020, dans le cadre de ce travail où j'accompagne les enfants et où je les aide à reconstruire un peu leur parcours qui peut être parfois flou, je me dis que le mien aussi est très flou et que j'ai très peu de souvenirs avant mes 8 ans, date du divorce de mes parents en fait. Si je dois accompagner les enfants dans ce travail de reconstruction, avec tout le côté intrusif que ça comporte, me plier au même exercice pour être intéressant pour moi et peut-être honnête aussi envers eux pour comprendre tout ce que ça peut demander en fait. Donc moi, ce travail de reconstruction, je décide de le faire à travers mon outil, qui est la photographie. Et du coup, je me lance par le biais de l'archive familiale dans la réédification d'un parcours familial assez complexe, fait de violences conjugales et parentales, violences intrafamiliales, qui me mène symboliquement sur le chemin de la résilience. Projet que j'ai intitulé Dans le silence. Du coup. Suite à ce travail-là, je pense qu'il y a une part de moi-même qui se sent peut-être un peu plus légitime pour entamer ce travail que j'imaginais en fait sur ces situations de placement judiciaire en assistance éducative. Donc j'entame le travail en fait pour et avec les enfants que j'accompagne par le biais d'une valise personnelle qui est la photographie. Et donc c'est un projet au long cours qui vise la co-construction d'un essai photographique avec et pour des enfants en situation de placement. Donc l'idée et la réflexion directrice de ce projet-là, c'est déjà de tendre au meilleur accompagnement possible pour ces enfants et vraiment de remettre au centre la parole de ces enfants qui vivent ou subissent des situations de placement. Les idées après qui me drive un petit peu dans ce projet, c'est aussi de savoir si l'expression artistique ou une forme de médiation à l'image pourrait se voir bénéfique ou réparatrice pour ces enfants-là, surtout dans une époque et une société où ils y sont quand même grandement confrontés. Comment ils interprètent ces images-là, qu'est-ce qu'ils font passer à travers, enfin voilà, il y a plein de questions qui rentrent là-dedans, donc ça reste un peu sur le plan professionnel, on va dire. Et puis après, moi, à travers ma production artistique, j'essaye de venir questionner, de les questionner en fait sur leurs ressentis, leurs émotions et comment on les fait passer et comment on fait passer leurs paroles justement.
Et après, sur un sens vraiment, là c'est plus l'éducateur qui va parler, mais plus le photographe. En quoi ce médium-là et la photographie pourrait peut-être avoir des bénéfices thérapeutiques. Mon projet Dans le silence, c'est vraiment une histoire intime que je partage. C'est l'histoire de ma maman, c'est la mienne. Ça a eu cet effet thérapeutique en fait. Ça a eu ce bienfait et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec les enfants que j'accompagne dans le cadre de mon travail, l'image pourrait aussi servir à ça? Je pense qu'il y a vraiment, enfin sur ce projet-là, il y a vraiment la démarche du photographe, il y a la démarche de l'éduc et il y a la démarche de moi, vraiment un aspect très intime en fait, de ce que j'ai besoin personnellement de faire. Je pense que ça va me prendre quelques années et que la suite c'est ça en fait. Je me vois, quand je dis que c'est un projet au long cours, je pense que c'est vraiment du très long cours. Voilà, j'espère qu'il y aura une fin, mais... Alors, je m'appelle Safia Delta, je suis artiste visuelle photographe et coordinatrice d'un programme de mentorat à destination des femmes photographes algériennes et issues de la diaspora. Je travaille essentiellement en argentique et en couleur parce que ça fait partie de mon imaginaire hérité des années 80-90 et je tiens à produire les images depuis la prise de vue jusqu'au tirage. Ce qui me permet de maîtriser le flux et à la fois d'imprimer ma patte et mon identité visuelle. Alors j'ai commencé en 2017 un travail sur l'héritage familial à partir de la figure maternelle et sur la notion d'exil et d'étrangeté. Donc c'est un travail qui a duré à peu près 3 ans et qui a constitué à partir des albums photos de famille pour pouvoir ensuite aller vers une enquête narrative sur l'histoire de mes parents qui ont quitté l'Algérie dans les années 60 à peu près. Donc ce travail a été diffusé en Suisse au Photoforum Pasquare avec le Centre photographique Genève également en 2022 et récemment au magasin, au Centre d'art contemporain à Grenoble. Le Cercle est un projet qui a été initié en 2021 dans le quartier où je réside du Roi d'Espagne, à Marseille, dans une cité-jardin. C'est un travail qui porte sur la notion de carrefour existentiel pour une femme au mi-temps de sa vie. Il part des frontières, notamment des contours du lieu, pour affirmer une existence, affirmer une façon d'être qui va sortir de la norme. Donc j'ai utilisé ces frontières pour dépeindre le paysage avec des photos au format portrait, des paysages, des fragments comme des cueillettes. Et je me suis ensuite insérée dans ce paysage, dans des mises en scène avec d'autres femmes. Et c'est une façon de m'ancrer, de m'enraciner à partir de rituels, de mon imaginaire, à partir de choses finalement qui m'appartiennent et qui me permettent de trouver ma place et de la prendre à un endroit où je ne la trouve pas. Donc ce travail est aujourd'hui terminé. Il est exposé à la Chambre et il a été réalisé à partir de tirages à la main essentiellement, ce qui témoigne d'une volonté de rester dans une démarche organique, du négatif, en passant par la chambre noire et d'arriver à un résultat authentique et qui témoigne, qui reflète ma démarche. Donc pour la suite des projets, j'envisage de donner une forme physique au cercle qui existe maintenant sous forme de tirage. J'envisage également de faire vivre l'exposition dans d'autres lieux, dans le sud de la France où je réside. Et je continuerai à travailler sur l'archive à partir du corpus familial hérité et également à partir de recherches. Et concernant les projets collectifs, puisque je suis aussi engagée dans cette veine-là,
Je vais poursuivre le travail avec les femmes du Tilawin Project l'été prochain et sans doute entamer de nouveaux projets collaboratifs à Marseille.